Vous, à l'Élysée, est-ce que vous recevriez Donald Trump à Versailles? Pour être concret. Déjà, pour être concret, Versailles, c'est pas trop mon truc. Mais non, je ne crois pas. Parce que, voyez-vous, il y avait quand même un problème majeur dès le moment où il était là. C'est que cet homme a agressé un pays, l'Iran, que c'est une guerre illégale, avec un associé, M. Netanyahou, qui lui envahit tous ses voisins. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous avions à le célébrer. Surtout après qu'il nous ait imposé, premièrement, 5% de notre PIB pour acheter des armes américaines, et deuxièmement, des taux de douane qui sont insupportables et qu'avec sa veulerie habituelle, l'Union européenne a accepté. C'est pourtant à Versailles ou en marge de Versailles qu'a été signé l'accord de paix au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis. C'est là que ça a été annoncé quand même. Oui. C'est un moment important. Et alors ? Ça valait peut-être le coup de le recevoir à Versailles pour que ça aboutisse à ça. Parce que vous pensez que le fait d'être venu à Versailles a accéléré la paix ? Peut-être. Vous vous moquez de moi, non ? Non. C'est pour blaguer que vous dites ça ? Non, pas du tout. Non, moi je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est tellement mal organisé que les Nord-Américains se sont retrouvés avec le papier avec une limite à signer et qu'à ce moment-là, il était à Versailles. Enfin, atterrissez, mon vieux. Vous croyez quand même pas qu'il suffit d'aller à Versailles pour qu'on arrête une guerre. C'est le contraire. Quand on va à Versailles, en général, on provoque des guerres. Vous parliez de l'Iran. Des millions de personnes assistent en ce moment aux funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué il y a 4 mois par une frappe israélo-américaine. L'Iran, à vos yeux, reste-t-il une menace pour le monde ? Non, j'y crois pas une seconde. D'ailleurs, il ne l'était pas davantage auparavant. Tout ce que l'attaque illégale de l'Iran a produit, c'est un renforcement du régime qui bénéficie maintenant d'un prestige absolument inouï dans le monde, puisque l'Iran a vaincu tout à la fois Netanyahou et Trump. Par conséquent, c'est un très mauvais service que l'un et l'autre ont rendu à l'humanité universelle. Quant à la paix, je fais observer que aujourd'hui, c'est Netanyahou qui ne la respecte pas en massacrant les Libanais en masse et en continuant à tuer des Palestiniens en masse. Non, cette situation est très préoccupante. La principale source de désordre et de guerre est le gouvernement de M. Netanyahou, avec les fascistes au pouvoir, et le fait que ce pays est armé nucléairement sans que personne ne lui demande jamais des comptes. Et je trouve tout ça très dangereux. Sécheresse. Nous avons le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je propose la constitution d'éco-région. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un thème que vous aviez déjà développé en 2022. Vous défendiez la constitution d'éco-région pour affronter le changement climatique. Avant d'entrer dans le détail, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? À l'instant et à la minute. Oui, à l'instant. Bien sûr, rien. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous apprendre quelque chose de fondamental en politique. À part le temps court des chaînes d'information en continu et des préoccupations des journalistes, il y a le temps long. C'est celui de la nature, c'est celui du mouvement de la Terre autour du Soleil. Vous savez, ça prend 1 an, hein. Ça se fait pas en un jour, hein. Ça prend 1 an, et ainsi de suite. Je vous charrie un peu parce que c'est quand même incroyable qu'on en reste toujours à dire tout de suite, maintenant. Si nous avons des éco-régions, comme je le propose, et vous avez raison de rappeler que je le proposais à la dernière campagne électorale et qu'il n'y a pas eu moyen d'en parler, c'est-à-dire de la crise du cycle de l'eau. Nous sommes là-dedans. Donc les éco-régions, ce que ça changerait, c'est précisément qu'on prévoirait, on organiserait pour l'eau, pour l'air, pour la fertilité de la terre, pour la santé publique, parce que beaucoup de maladies sont liées à la dégradation de la condition écologique. Voilà pourquoi prévoir est une dimension indispensable de l'action publique. Donc, à vos yeux, il faut censurer le gouvernement, même, j'allais dire, dans cette période de crise écologique. Non, mais c'est toujours l'argument. Alors avant, c'était le budget. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé ici dit « Ah là là, ils n'ont pas voté le budget ». Ben non, on n'a pas voté le budget, parce que justement, tout le budget de l'écologie était en baisse, ainsi que beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez, c'est jamais le moment de les sanctionner, c'est toujours le moment de les louer, les applaudir, alors qu'ils sont malfaisants et inutiles. Vous avez entendu tout à l'heure un agriculteur vous dire le mot « décisif ». Si on nous avait donné du temps pour nous préparer, nous avions le temps, nous avons le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je propose la constitution d'éco-région. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un thème que vous aviez... La maison brûle, c'est de Chirac que vous citez. Jacques Chirac. La canicule est politique, vous devrez en répondre. Il y aura une commission d'enquête et il y aura une censure. Vous n'êtes pas à votre place. Les morts, vous les avez sur la conscience. La politique que vous menez est une politique qui aggrave le réchauffement climatique. Vous censurez à chaque fois le gouvernement. C'est lorsque le gouvernement prend une bonne décision
pour le pays, pour l'intérêt général, pour l'écologie, que vous préfériez l'intérêt général à vos alliances électorales avec la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, la motion de censure donc déposée par les écologistes à propos de cette gestion de la vague de chaleur, soutenue par la France insoumise, sera débattue demain à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez que le gouvernement tombe sur cette question? Évidemment. Ou alors on décide que plus personne n'est politiquement responsable devant rien, ce qui est un peu la tendance de M. Macron, on provoque des élections, il ne reconnaît pas le résultat, on fait tomber 2 gouvernements, il continue à faire comme s'il est... Donc ça peut être ça la tendance. Mais là, il y a une situation de catastrophe politique, car les conséquences de la canicule aujourd'hui ont une origine politique. Bien sûr, c'est la chaleur, mais c'est surtout le fait que depuis 2003, puisque tout à l'heure vous citiez la maison brûle, c'est du Chirac que vous citez. Jacques Chirac. Et c'est du Chirac 2003 et qui dit la maison brûle, on regarde ailleurs parce que il avait été effaré par ce qui s'était passé, comme nous tous d'ailleurs. Et on avait voté à l'époque qu'il avait été décidé, qu'un jour férié était supprimé pour financer l'équipement des EHPAD. Eh bien, nous sommes en 2026, 90% des EHPAD ne sont pas équipés, et cette journée fériée qui a rapporté 3,5 milliards à l'État a disparu. Alors que si les choses avaient été faites en temps, nous aurions moins de morts aujourd'hui. Beaucoup moins de morts. Donc, alors, justement, on n'est pas loin de la présidentielle, c'est dans 10 mois le premier tour. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, comme le candidat le plus écologiste? Je vais vous dire oui, parce que ça m'arrange, mais je pense que tous les candidats sont écologistes, plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des gens même à droite, même à l'extrême droite, partout. Mais tous se réclament de l'écologie, donc discutons de ce qu'ils proposent, si vous voulez. Moi, quand j'entends M. Retailleau dire bravement dans un meeting, à la fois on est fiers d'être Français, mais rejette une partie des Français, tous ceux de la Nouvelle-France, quand je l'entends dire il faut supprimer le principe de précaution et que je ne vois pas une personne pour dire mais ce type a perdu la tête. Le principe de précaution, c'est Chirac qui l'a introduit dans la Constitution après qu'on ait eu affaire à la crise de la vache folle. Est-ce que M. Retailleau considère que dorénavant, il n'y a plus aucun risque de crise de cette nature ? Mais pour revenir à ce que vous disiez, vous pensez qu'aujourd'hui, tout le monde parle écologie, dans tous les partis politiques, tous les candidats. Oui, donc il faut comparer les solutions. Pas attribuer à quelqu'un à cause de son étiquette. Il faut écouter ce que chacun a dans son projet et regarder ce qui est le plus conforme à l'intérêt général humain. Il faut se préoccuper des autres, c'est ça le sujet. Si on se préoccupe que de soi-même, de son score, de son nombre d'élus, on ne pense à rien de sérieux en tout cas, d'après moi. Depuis 2 mois, en tout cas, vous êtes officiellement en campagne. On préoccuper de l'intérêt général humain et que beaucoup d'entre eux, naturellement, pourront, quand il y aura d'autres des éco-régions, être candidats à les diriger. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu politique derrière. Moins de régions, moins d'élus, moins de tout ça. Je m'en fous. Vous comprenez ? Vous comprenez ça ? Quand il y a plusieurs milliers de morts à cause de la canicule, quand les terres arables sont brûlées, quand on a une crise du cycle de l'eau, pardon de vous dire que le nombre d'élus de LR, du PS et même des Insoumis n'est pas la question posée. La question posée, c'est que faisons-nous pour faire face à une situation que plus personne ne contrôle. Et si on veut reprendre une capacité de contrôle, il faut ces éco-régions. Et ce sera, vous savez, très important, parce que ça sera sans doute l'une des plus importantes réformes que nous ferons les Insoumis si nous accédons au gouvernement de la France. Alors, justement, maintenant soyons concrets pour les téléspectateurs qui nous regardent. On a en ce moment en France 13 régions métropolitaines. Oui. Ça veut donc dire que les 13 régions disparaîtraient, par exemple, la Bretagne disparaîtrait. Je ne crois pas que la Bretagne disparaisse jamais, elle est là pour au moins quelques millénaires encore. Mais la région telle qu'elle est actuellement, oui, peut-être pas tout à fait, parce qu'elle se trouve formée telle qu'elle est aujourd'hui, tout un côté d'un bassin versant de la Loire, mais sans qu'on puisse l'agréger à la Loire. Si on l'agrégeait à la Loire, ça serait la catastrophe, on retrouverait le Puy-en-Velay dans la même région que Brest, tout ça serait absurde. Donc cette région deviendrait une éco-région, mais c'est pas la première fois qu'on change le tracé, le nombre des régions. Monsieur Hollande, à lui tout seul, l'a changé 2 fois. Alors, il n'a pas appliqué la première réforme, mais dans la deuxième, il faut voir de quoi sont chargées les régions. L'attractivité et la compétitivité des territoires en Europe. C'est-à-dire cette bataille productiviste absurde qui ruine notre pays comme tous les autres. Donc, on en changerait le contour, on en changerait les attributions. Vous avez pointé du doigt quelque chose d'important, parce que vous dites la dernière réforme, c'était François Hollande. Parce qu'effectivement, redécouper les régions, politiquement, c'est pas anodin, c'est même une bombe. Est-ce que vous pensez que les présidents de région aujourd'hui, qui sont majoritairement les Républicains ou Parti socialiste, laisseraient faire ?
Je ne sais pas, mais je pense que ce sont des bons citoyens qui sont préoccupés de l'intérêt général humain et que beaucoup d'entre eux, naturellement, pourront, quand il y aura d'autres des éco-régions, être candidats à les diriger. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu politique derrière. Moins de régions, moins d'élus, moins de tout ça. Je m'en fous. Vous comprenez ? Vous comprenez ça ? Quand il y a plusieurs milliers de morts à cause de la canicule... Non, si elle est condamnée, et là, ça ne vous posera pas de problème. Si elle est condamnée, et que c'est Jordan Bardella qui prend sa succession, est-ce que vous ne craignez pas que ce qui fait votre force, c'est-à-dire la jeunesse, il ne soit un meilleur concurrent que vous vis-à-vis des jeunes ? Non. Je pense que vous vous trompez beaucoup sur la jeunesse et que vous ne connaissez pas son état d'esprit. La jeunesse de notre temps, vous-même vous avez des enfants, donc vous savez de quoi je parle. La jeunesse de notre temps est infiniment plus mûre que n'était celle de mon époque et même de la vôtre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous pris la conscience du danger qu'ils portent sur la planète et sur leur propre vie intime, puisqu'ils savent tous que l'infertilité est en train de Donc gagner vous ne du craignez terrain. pas la concurrence de Jordan Bardella sur l'électorat jeune ? Je ne pense pas que ça se passe à l'âge, parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis le mieux placé, paraît-il, dans la jeunesse, et c'est pas à cause de mon âge, hein. Vous le connaissez, je vais avoir 75 ans. Ce qui prouve que les jeunes gens ne se déterminent pas sur les apparences, et je ne suis pas candidat à être leur copain. Je suis candidat à être président de ce pays. Peut-être que M. Jordan Bardella est lui candidat à autre chose, mais moi non, à ce pays. Et si je préside ce pays, il y aura des éco-régions et les maladies qui résultent des mauvaises décisions politiques seront combattues fermement. Voilà ce que j'ai à leur dire. Mais lors du premier procès, vous aviez dit ça n'est pas à la justice de décider quelle sera la physionomie de l'affiche présidentielle. Non, vous avez un mauvais souvenir. J'avais dit qu'une décision immédiatement exécutoire et sans appel me paraissait être une façon d'agir qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Attendez, je termine. Les Français, on a l'habitude de méthodes brutales. Par exemple, il n'existe pas chez nous ce qui existe dans d'innombrables pays, qui s'appelle l'habeas corpus. Il est interdit d'enfermer quelqu'un avant qu'il ait été condamné. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et aussitôt, un certain nombre de gens ont dit « Ah, il voudrait que Marine Le Pen... » Non, je dis simplement ce qui est. Je trouve qu'une peine exécutoire sans possibilité d'appel... Là, c'est en appel. Et on m'a dit « Oui, mais je sais bien. » Donc si elle ne peut pas se présenter... Pardon, non, mais ne mélangez pas tout. La peine de Madame Le Pen est exécutoire aujourd'hui. Donc peut-être que c'est en appel, mais en attendant, elle a déjà dû quitter son siège de conseillère générale. C'est vrai. Donc parlons de ce qui est. Vous avez le droit de dire, c'est très bien, on peut sur un simple soupçon, c'est ce qui se fait dans les médias, quand quelqu'un est mis en cause ou mis en examen, il est traîné dans la boue. Donc après-demain, si elle est condamnée... Il y aura une candidature du Rassemblement national et j'espère qu'on arrive à les battre dès le premier tour. Voilà. On va retrouver Laurence Fleuron, qui est une des voix de France Inter. Bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Laurence. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Alors vous avez pris de l'avance par rapport à vos candidats, vos concurrents, que dis-je, à gauche. Il y a 10 mois encore de campagne à tenir. Qu'est-ce que vous craignez le plus ? Rien. Nous allons faire une campagne. Je peux vous dire laquelle. C'est une campagne qui va injecter des thèmes et obliger tous les autres à en parler. Alors là, vous venez de me voir défendre une idée qui n'était pas présente dans le paysage. Les éco-régions. C'est les éco-régions. Mais auparavant, comme nous faisons une campagne d'équipe sur tous les fronts, eh bien, nous avons introduit le thème de l'autonomie de la Corse en votant l'autonomie de la Corse au Parlement et donc en aidant cette idée à passer. Et là, en ce moment même, vous avez Mathilde Panot et Bastien Lachaud qui sont en Kanaki, je ne vais pas vous laisser dérouler tout le programme. Mais voilà. Non, mais attendez, je vous parle. Non, mais attendez, madame, une campagne, vous posez une question, je vous fais une réponse. Oui, une campagne électorale consiste à introduire des thèmes idéologiques et programmatiques. Donc là, c'est l'anticolonialisme. Une campagne qui va commencer avec un calendrier avec un calendrier très précis. Oui. Et ce calendrier va heurter aussi. Après-demain, la justice va trancher sur le cas de Marine Le Pen. Vous l'avez affronté déjà 3 fois. Est-ce que vous aimeriez l'affronter une nouvelle fois ? C'est pas une affaire de goût personnel. Non, c'est une manière de... Il y aura une candidature du Rassemblement national et j'espère qu'on arrive à les battre dès le premier tour. Voilà mon calcul. Vous allez plus loin parce que vous proposez aussi aux écologistes, mais aussi aux communistes, de former une nouvelle alliance populaire pour les élections législatives. Mais est-ce qu'il y a une condition, notamment, qu'il n'ait pas de candidat à la présidentielle pour pouvoir faire partie de cette alliance populaire ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui où nous en sommes. Évidemment que nous préférerions une alliance en bonne et due forme avec le Parti communiste, avec le Parti écologiste. Cela va de soi. Dès la présidentielle ? Eh bien oui, pour pouvoir enchaîner avec la législative. Qui n'est pas candidat, donc ? Non, attendez, je préférerais qu'il n'y en ait pas, ça va de soi, et qu'on soit alliés ensemble.
autour de ma candidature, dans la mesure où j'ai déjà gagné 2 fois la primaire à gauche, dans les 2 élections présidentielles. Et là, bon, ça a l'air de se dessiner plutôt bien pour nous. Alors, le bon sens voudrait qu'ils aident, puisqu'ils sont tous à dire sur tous les tons qu'il y a un danger d'extrême droite Mais ce n'est abominable. pas une condition sine qua non à la nouvelle alliance populaire. Mais supposez que des élus de l'un ou l'autre parti décident de participer avec nous à la campagne présidentielle. On va quand même pas leur dire, écoutez, vous êtes coupables d'avoir des chefs qui sont lamentables, nous ne voulons pas de vous. Nous voulons de tous ceux qui viennent nous aider à accéder au 2e tour et à l'emporter au 2e tour. On a vu les divisions à gauche et en tout cas vos concurrents à gauche, en particulier Fabien Roussel qui vient d'être élu là, il y a 1 heure à la tête du Parti communiste, dire « moi je vais être candidat ». Il est hors de question que je me retire. Vous disiez, vous l'écoutiez tout à l'heure, ça vous faisait réagir. Bah, ça me déçoit, pour moi, c'est de la tristesse. J'ai été le candidat du Parti communiste à 2 élections présidentielles, 2012 et 2017. Qu'ai-je fait depuis qui me vaille une telle opprobre, autant de critiques? Et je le dis avec douleur. Je n'ai pas accepté l'idée qu'il y a un passage dans leur texte d'orientation qui nous vise, qui est extrêmement grossier et insultant, et que 60% des mandats présents décident de voter ce passage, de refuser de le refuser. Un passage ça dans lequel... Oui, on nous traite d'antisémites et du reste. Donc ça, ce sont les arguments de nos adversaires de droite. Je déplore que le Parti communiste en soit là. Et je suis obligé d'en prendre acte. Et par conséquent, c'est un sujet de tristesse pour moi. Car je le rappelle, si la dernière fois nous avions été unis comme les fois précédentes, j'eusse accédé au 2e tour. Mais pardon, je tiens à y insister à cet instant et qu'on m'entende bien. J'ai raté le 2e tour, virgule. Donc c'est Madame Le Pen qui y a été. Car on annonçait Madame Le Pen avec 20 points d'avance sur moi, comme aujourd'hui entre moi et Bardella. Et à un cheveu près, elle a pu rester parce qu'il m'a manqué 400 000 voix pour être présent au 2e tour. Donc je le dis à tous ceux qui font des phrases. La question qui nous est posée, c'est d'éliminer dès le 1er tour le Rassemblement national, si on est vraiment conséquent dans la lutte, et pas passer son temps à le donner comme gagnant avant même qu'il se soit présenté et qu'on connaisse son candidat. Vous allez plus loin parce que vous proposez aussi aux écologistes, mais aussi aux communistes. Jean-Luc Mélenchon, avant de répondre à Fabien Roussel qui vous faisait réagir. D'abord sur les dates de la présidentielle. 1er tour, 18 avril, 2e tour, le 2 mai. C'est un choix de date, vous l'avez vu, qui fait débat. Est-ce que ça vous interroge aussi ? Ben, ça m'a fait sourire, parce que j'ai bien vu ce que craignaient ceux de droite qui n'aiment pas cette date. Que va-t-il se passer le 1er mai ? Eh ben, vous allez avoir, quelle que soit la situation, des milliers et des milliers de gens dans la rue pour manifester le 1er mai leur adhésion aux idéaux sociaux qui sont ceux de la gauche et du syndicalisme. Donc ce ne sont pas forcément des mauvaises dates pour vous ? Ah ben, moi, je ne dirais pas que c'est une mauvaise date pour nous. Je me souviens d'une manif du 1er mai qui avait lieu entre les 2 tours de l'élection présidentielle en 2002. On n'arrivait pas à bouger tellement on était nombreux. C'était le 2e tour Le Pen contre Chirac. Donc, pour ma part, mais je suis prêt à entendre d'autres arguments, ça ne me dérange pas. J'espère que tout le monde fera preuve d'une discipline parfaite, car ce qu'attendent nos adversaires, c'est que ça se passe mal, évidemment. Hein. Je pense que c'est ça que M. Macron a dans la tête. Mais je pense que ça se passera bien, car les syndicats, autant que nous, sont capables de bien en assurer la sûreté. Depuis 2 mois, en tout cas, vous êtes officiellement en campagne pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Pour l'heure, à gauche, en dehors de la France insoumise, c'est plutôt un champ de bataille. Dans 11 mois, la présidentielle avec une seule certitude, les dates du scrutin. 18 avril, 2 mai, lendemain du défilé syndical. Et ça, c'est déjà une question. Si Emmanuel Macron imagine museler le mouvement social en mettant le 2e tour au lendemain du 1er mai, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au cou. J'ai vu que M. Retailleau essaye de monter une polémique sur ce sujet. J'en ai déduit qu'il avait vraiment peur de notre présence au 2e tour de l'élection présidentielle. D'ici là, au fil des saisons, les Français vont vivre au rythme du calendrier politique et chacun espère renaître au printemps. Proposition, candidat, sondage, à gauche, il en est un qui s'est bien installé dans le paysage pour sa 4e candidature. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. L'idée de la primaire s'éloigne, les alliés d'hier s'interrogent. Faut-il ou non rallier Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je veux bien qu'on critique non-stop Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais vous dire, c'est un programme de rupture. Voilà, il est le mieux placé aujourd'hui à gauche. Je voudrais au moins qu'on discute avec eux. Discuter avec Mélenchon, c'est ce que veut aussi Philippe Poutou. Pour la première fois, le NPA va rallier la bannière LFI et ne présente pas de candidat au 1er tour.
Quant à la gauche, LFI, elle cherche encore son héros, mais le pas encore candidat désigne ses adversaires. Les Français ne veulent pas de la continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes coups de com'. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Le rassemblement ne passera pas non plus par le Parti communiste. Fabien Roussel